Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Nous, c'est-à-dire notre cerveau. Les meilleurs régulateurs, les meilleurs modérateurs, c'est nous. Si nous ne partageons pas de la fausse information, si nous ne la likons pas, si éventuellement nous contre-argumentons sur notre, disons, zone de compétence, eh bien c'est ce que nous pouvons faire de mieux. Et non, genre, c'est juste que je trouve que l'éducation, et je sais que ça va paraître bizarre ma phrase, mais je vais développer, que l'éducation est la solution facile. Parce que, à nouveau, on met la responsabilité sur des individus, ou sur les profs, ou sur les élèves, et ça permet d'invisibiliser des facteurs beaucoup plus systémiques, beaucoup plus politiques, qui font qu'on doit s'attaquer à des gens ou à des structures qui sont tentaculaires, parfois trop puissantes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Enfin peut-être. Donc aujourd'hui, un épisode un peu à l'ancienne. On va revenir sur un sujet qui me paraît important, qui est la place de l'esprit critique et même sa portée. Qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce qu'on peut en dire, à quoi ça sert, notamment parce que y a des positions adverses qui s'opposent. Et à ce sujet, j'ai écrit un article qui est sorti il n'y a pas si longtemps sur le Cortex qui s'appelle « Tout l'esprit critique du monde ne suffira pas » et ce sera donc le thème de la vidéo. Donc ce sera essentiellement une lecture de cet article-là que je ponctuerai ci et là de quelques extraits vidéo pour illustrer mon propos. Donc c'est un peu un épisode à l'ancienne parce que si vous suivez Enfin peut-être, vous savez que depuis quelques mois, on a maintenant une émission de radio qu'on anime donc à 4-5 avec d'autres membres du Rasoir Doc que j'embrasse très fort. Donc une émission de radio qui passe tous les mois sur Campus FM que vous pouvez retrouver en ligne aussi, on le publie en podcast. Voilà, et si vous ne connaissez pas encore, n'hésitez pas à aller voir, on s'amuse beaucoup et c'est très cool. Et bien du coup c'est parti pour cet épisode. Tout l'esprit critique du monde ne suffira pas. Excuse-moi. Ouais? Est-ce que tu sais s'il y a plus de morts ou de vivants sur Terre? Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. Tu vas t'abîmer les oreilles avec ce truc. Et puis mon père, il dit que ça peut réduire l'audition. Les sorties concomitantes du cycle de conférences de Gérald Bronner, développer son esprit critique face au monde de la désinformation, et d'une nouvelle synthèse des recherches en éducation à l'esprit critique par l'association Efficience, redessine une fracture quant à la manière de considérer l'esprit critique et son rapport avec d'autres approches. L'occasion de faire un point. Commençons par prendre un exemple pour illustrer la situation. Imaginons une commune qui connaît un problème sanitaire concernant l'alimentation de ses habitantes et habitants. Les statistiques sont claires, la population mange trop gras et trop sucré. Il se trouve par ailleurs que le centre-ville de cette commune est rempli de fast-food, que la cantine scolaire, faute de budget, propose des repas assez peu sains, que dans toute la ville on trouve des publicités pour des produits plutôt cracra, et que les revenus et le temps libre des citoyennes et citoyens ne leur permettent pas d'acheter et préparer des repas équilibrés. Le conseil municipal, bien décidé à s'attaquer au problème, décide de lancer un grand plan d'éducation à la nutrition. Les élèves de l'école auront des ateliers de cuisine, des brochures de sensibilisation seront distribuées, des vidéos de vulgarisation seront produites et un groupe d'experts et expertes est même constitué pour réfléchir à l'éducation à la nutrition. Pour le reste, les fast-foods, la cantine, la publicité, les conditions matérielles des habitants, rien ne change. Quelles améliorations peut-on attendre pour la santé des habitantes et habitants ? Ne serait-il pas souhaitable et plus efficace d'envisager de modifier d'autres paramètres ? Eh bien, c'est à peu près ce qui se passe avec l'esprit critique. On s'active beaucoup pour doter les individus d'esprit critique, en tout cas on essaye, et on néglige la qualité de l'environnement informationnel. Pourtant, il y a beaucoup de choses qui sont questionnables. Premièrement, que faire contre l'influence des grandes fortunes sur les médias ? Comment organiser et financer un paysage médiatique indépendant d'intérêts privés ? Deuxièmement, comment créer des modèles alternatifs de médias sociaux et d'algorithmes de recommandation qui favorisent un partage d'informations de qualité ? Troisièmement, comment organiser une démocratie forte permettant d'agréger efficacement
les opinions et intérêts de chacun et chacune et redonner du contrôle à la population. Quatrièmement, comment remettre la science au service de la population. Cinquièmement, et ce sera mon dernier point, quelles conditions matérielles permettraient aux citoyens et citoyennes d'avoir le temps et l'envie de s'intéresser au fonctionnement du monde et de s'investir dans la vie démocratique. Voilà, on pourrait certainement continuer plus loin. Les questions ci-dessus sont posées et largement explorées par des chercheuses et chercheurs, des associations, des institutions, des citoyennes, des citoyens. Par exemple, sur le sujet des enjeux numériques et des algorithmes de recommandation, il existe de nombreuses initiatives visant à proposer des modèles alternatifs. Vous connaissez peut-être Tournesol, qui est un projet de recherche sur l'éthique des systèmes de recommandation, ou Police, une plateforme numérique pensée pour agréger efficacement différentes opinions. Évidemment, j'ai pas la recette pour la réglementation parfaite ou pour des réseaux sociaux qui permettraient de s'approcher d'une délibération idéale qui mobiliserait l'intelligence collective en vue de la recherche de la vérité et du bien commun. Blue Sky propose un certain nombre d'outils de modération qui permettent d'améliorer la situation par rapport à l'ancien Twitter, et des plateformes comme Tournesol cherchent à corriger les déficits d'attention sur des sujets sociaux importants causés par les algorithmes opaques des plateformes comme YouTube. Et la plateforme Polis, dont Jean-Loup de Après la bière vous avez parlé dans sa vidéo sur l'espoir, présente aussi un potentiel épistémique intéressant pour chercher à dégager des consensus dans un débat public de plus en plus polarisé. Donc, le débat public non régulé, supposé par le modèle du libre marché des idées, c'est un débat biaisé en faveur des puissants et des oligarques médiatiques, et c'est aussi un débat qui, si personne n'assure un minimum de respect des normes de la communication et de la délibération, n'a pas grand intérêt du point de vue de la connaissance ou de la démocratie. En gros, Police est une plateforme dont l'objectif est de faire collaborer un grand nombre de personnes. Ce qui différencie vraiment la plateforme Police, c'est qu'au lieu de la gamifier afin d'inciter les utilisateurs à la création de contenus toujours plus clivants, comme le font généralement les big tech, ils ont fait l'inverse. The game here is to win consensus, not majorities. Polis works to unearth what almost everyone has in common, not just the 52%. Ceci étant dit, au sein de l'éducation à l'esprit critique, tout le monde n'a pas l'air de donner de l'importance à ces autres leviers. Première partie, Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Nous, c'est-à-dire notre cerveau. Gérald Bronner, sociologue et professeur à Sorbonne Université, a lancé début février 2025 un cycle de conférences intitulé « Développer son esprit critique face au monde de la désinformation ». La conférence inaugurale propose une approche assez claire. Entre quelques résultats scientifiques, des conclusions de rapports et d'autres anecdotes pour illustrer son propos, Bronner adresse dans cette conférence deux questions. Quelle est la situation actuelle et que pouvons-nous y faire? Sur la première question, qui n'est pas celle à laquelle on va s'intéresser ici, Bronner explique que nous sommes en danger de croyance, que le socle épistémique commun est en train de se fracturer, que nous vivons désormais dans une démocratie des crédules, d'après le titre d'un de ses livres. La démocratie des crédules, nous y sommes. La démocratie des crédules, elle est là. Par exemple, Même si nous n'utiliserons pas les mêmes termes ou la même manière de décrire cette situation, nous reconnaissons également que la manière dont circule l'information est parfois défectueuse et peut mener à un certain nombre de désagréments et de souffrances évitables. Cela nous mène donc à la deuxième question qui nous intéressera ici. Au vu du désagrément qu'ils engendrent, que faire face à ces dysfonctionnements dans la circulation de l'information? Bronner, dans sa conférence, évoque de nombreuses fois cette question. Dès l'introduction, en parlant d'améliorer nos capacités de raisonnement, il dit « Parfois, c'est peut-être dû aussi à des mauvais types de raisonnement. Et c'est peut-être un des leviers, j'y reviendrai, qu'on peut encore activer, parce qu'il n'y a plus beaucoup de leviers qu'on peut activer, malheureusement. » Intéressant. On attend donc qu'il y revienne. Et en fait, on va attendre longtemps. S'il pose plusieurs fois la question, il n'y répond jamais vraiment de manière très satisfaisante. En synthèse, ce qu'il nous dit, c'est enseigner l'esprit critique est le seul levier qu'il nous reste, parce que c'est le seul levier qu'il nous reste. Bon, j'exagère un peu, mais je trouve pas, ou très peu, dans cette conférence en tout cas, de justification argumentée et convaincante de son point. Une illustration de cela se trouve à la minute 31 de la conférence. Après avoir à nouveau posé la question « Et alors, sur quel levier jouer ?», il y répond immédiatement « Il nous reste quand même un levier possible. » Celui de l'éducation à l'esprit critique donc. Ah bon? Et les autres leviers, ils sont passés où? On les a jamais vraiment disqualifiés ou j'ai raté quelque chose?
Ça relève presque du tour de magie par moment. Bien évidemment, on ne critique pas le fait de militer pour l'enseignement de l'esprit critique. On serait assez mal placé. Ce sont des enseignements que nous proposons régulièrement au Cortex. Non. Ce qui paraît gênant, c'est de réduire toute la complexité des enjeux actuels au fonctionnement cognitif et d'en faire l'unique issue. Plus précisément encore, ce qui est critiquable, c'est que Gerald Bronner, et on va le voir, ne fait pas vraiment l'effort de justifier cette position. Il tient pour acquis que le monde extérieur est une donnée immuable du problème. C'est l'esprit critique face au monde, comme le nom du cycle de conférence l'indiquait déjà. Pourtant, au-delà de nos fonctionnements internes, Bronner identifie un certain nombre de variables externes qui pourraient expliquer la situation et pourraient donc être des leviers sur lesquels jouer pour améliorer la situation. Le rôle des médias, la rapidité de diffusion de l'information, la colère contre le gouvernement, la précarité sociale, la modération et les algorithmes de recommandation. Si en plus vous êtes en colère contre le gouvernement, vous êtes en colère contre les institutions, etc., qui vous fait dire « j'ai quand même l'impression qu'il se passe quelque chose ». En plus, évidemment, vous vous sentez plus intelligent, etc. Il y a toute une série de choses qui peuvent vous trouver et peuvent rendre désirables ces théories. Et puis, il y a des variables sociales aussi. On sait que les gens qui se sentent déclassés ou les gens qui ont une perception des inégalités sociales, par exemple, sont plus sensibles aux théories du complot. Il y a plein de variables. Il n'y a pas une variable qui explique tout ça. C'est un phénomène hautement multivariable. Parmi tous ces facteurs qu'il identifie, il y a un seul levier sur lequel il s'étale un peu. C'est celui de la modération et des algorithmes de recommandation. Il explique qu'une des pistes était de raisonner les grands propriétaires de réseaux sociaux pour faire de la modération. Il finit par disqualifier cette option en 2 temps. Il affirme d'abord que... Parce que n'oubliez pas que ces entreprises, elles ont pour but de convertir notre disponibilité mentale en capital économique par l'entremise de la publicité. C'est leur business model. Je critique pas si je puis dire, mais le problème... Justement, je trouverais ça de bon ton de le critiquer, justement. Pourquoi ce serait pas ça qui est critiquable? Pourquoi le problème, ce serait les faiblesses de nos cerveaux et non pas ceux qui profitent de ces faiblesses? Ce point illustre assez bien les connivences que l'on peut trouver entre une approche centrée sur la cognition et l'économie néolibérale, comme le propose Barbara Stiegler, par exemple dans sa conférence « L'idéologie des biais cognitifs ». Donc petit à petit s'installe la division entre 2 types d'acteurs dans nos sociétés, ceux qui sont prisonniers des biais, en gros la population, et puis ceux qui sont du côté de l'action dirigeante, qui eux sont éclairés sur la réalité de ces biais et qui eux-mêmes sont exempts du problème, par le fait qu'ils auraient une sorte de réflexivité, en quelque sorte, sur ces mauvais mécanismes naturels du cerveau. Dans un second temps, afin de définitivement disqualifier la possibilité de reprendre le contrôle sur les réseaux sociaux, Bronner montre une photo de Musk posant avec Trump. On comprend bien l'argument, les puissances en face sont telles que c'est devenu impossible de miser sur ce levier-là. Et ça peut se comprendre d'un point de vue stratégique. On reviendra d'ailleurs sur ce point-là un peu plus loin. L'autre moment où il justifie que le seul levier que nous avons en main, c'est la pensée critique, c'est à la minute 37 de la conférence, quand il évoque la littérature scientifique. La littérature a montré qu'entre toutes les variables qui prédisent la diffusion de fausses informations, il y en a beaucoup, les variables politiques, etc. Par exemple, les radicalités politiques diffusent plus d'informations que les autres positions politiques. Tout ça est très documenté. Et c'est à peu près partout dans le monde. Donc maintenant, on a une littérature internationale. Il y a le niveau d'études, il y a plein de variables qui expliquent une partie de la variance du phénomène. Mais ce qui explique le plus, ce qui prédit le plus, et c'est une bonne nouvelle en fait pour nous, c'est ce qu'on appelle la lazy thinking, c'est-à-dire la pensée paresseuse. À la suite de ce passage, le diaporama de la conférence affiche la phrase suivante. L'une des principales variables qui permet de prédire la crédulité est la lazy thinking, accompagné d'une référence vers l'article Judging Truth de Nadia Brecher et Elizabeth Marsh. Alors, je suis allé voir cet article, et sauf erreur de ma part, cet article ne dit jamais ce que Bronner lui fait dire. Le terme de pensée paresseuse est présent une seule fois dans l'article pour dire « La pensée paresseuse empêche parfois de rejeter des réponses intuitives mais incorrectes ». C'est tout.
L'article présente en réalité un modèle de la manière dont les individus jugent la vérité d'un énoncé. Bon, peut-être que c'est une expérience de Bronner, juste pour voir si on allait être critique et bien aller vérifier les sources qu'il cite, ou peut-être qu'il s'est un peu mélangé les pinceaux au moment de copier-coller sa citation. Dans tous les cas, ça me semble plus que douteux pour une conférence d'introduction à la pensée critique. Et puis, même si c'était vrai, même si la littérature scientifique affirmait que la lazy thinking était la variable qui prédisait le mieux nos erreurs de jugement, et c'est peut-être le cas, on est loin, très loin, de pouvoir en conclure que notre seul levier, c'est nous et notre cerveau. Pour le reste, on peut se brosser. Après avoir disqualifié la possibilité de faire infléchir les politiques des réseaux sociaux, Gerald Bronner saute à la conclusion. Qu'est-ce qu'il nous reste? Nous, c'est-à-dire notre cerveau. Nous, c'est-à-dire notre cerveau. Les meilleurs régulateurs, les meilleurs modérateurs, c'est nous. Si nous ne partageons pas de la fausse information, si nous ne la likons pas, si éventuellement nous contre-argumentons sur notre, disons, zone de compétence, eh bien c'est ce que nous pouvons faire de mieux. Mais le problème... Dans l'entretien précédent à la conférence, on lit également « Cette autonomie intellectuelle est notre meilleure arme contre les influences extérieures. Des personnalités influentes comme Elon Musk ou d'autres ne pourraient rien contre une population capable de se défendre intellectuellement. Si nous savons évaluer une information et nous méfier des erreurs de raisonnement, une grande partie du problème est déjà résolue. Laisser entendre que ce qui se passe avec Musk et la montée du fascisme en cours aux États-Unis et en partie en Europe serait dû à notre crédulité et que la bataille ne peut se jouer que sur notre capacité à évaluer des informations me semble assez terrifiant. Tout au long de la conférence, il martèle cette idée. Quand il évoque la surreprésentation sur les réseaux sociaux des comptes anti-vax, sa conclusion est nette. C'est de notre faute. Nous les laissons faire. Voilà. Moi, je ne demande pas spécialement qu'on censure ces individus. Ils ont le droit, à la limite, dans le cadre de la loi, de s'exprimer. Le problème, c'est nous. Nous ne faisons rien. Nous les laissons faire. Et nous avons de bonnes raisons pour ça. On va voir pourquoi ensuite. Mais c'est un peu aussi pourquoi j'ai voulu faire ce séminaire, en espérant que vous le diffuserez autour de vous, parce que c'est une façon de combattre aujourd'hui, d'être un citoyen aujourd'hui. C'est une forme de militance, de dire, ben non, on ne va pas se laisser faire. On ne va pas se laisser faire, on ne va pas les laisser gagner peu à peu l'espace public jusqu'à ce qu'il soit trop tard dans certains pays. Nous ne nous attarderons pas trop sur cette rhétorique du « nous contre eux » qui est présente dans toute la conférence. Pourtant, Bronner essaie de s'en défendre. Il rappelle plusieurs fois au cours de la conférence que le but, c'est pas de se moquer ou d'humilier. Et même jusqu'au tout dernier instant de la conférence, il rappelle ce conseil, très précisément 45 secondes avant de conclure sa dernière phrase de la conférence sur un foutage de gueule des platistes. Encore une fois, il ne s'agit pas d'humilier les personnes, mais simplement de présenter des arguments éventuellement rationnels pour que chacun prenne conscience de l'environnement intellectuel dans lequel il se trouve, éventuellement de raisonnement. Et puis, ne croyez pas que les croyants dont on moque les croyances folles expriment toujours une adhésion inconditionnelle à leurs idées. Prenez même les platistes, ceux qui croient que la Terre est plate. Donc, il y en a un certain nombre, et ils se réunissent en congrès, ils sont plus nombreux que nous. Et pour que ça nous fasse méditer sur l'ambivalence de la croyance, sachez que le président de cette association, donc, qui a fait ce congrès, a tweeté tellement content après ce congrès qu'ils avaient des membres tout autour du globe. Je vous remercie. Formidable. Mais abandonnons Bronner ici. L'idée n'était pas de faire une analyse de sa conférence, et on y a déjà passé beaucoup trop de temps. Il se défendrait certainement des accusations portées ici, et peut-être avons-nous été un peu caricatural dans cette critique. Non, l'objet de cet article, ce n'est pas cette conférence, mais l'idée qu'elle porte. La réduction des enjeux actuels à l'esprit critique. Ce cognitivo-centrisme. Quand on veut résoudre un problème, on peut séparer les causes sur lesquelles on peut agir de celles que l'on ne peut pas contrôler. Par exemple, si vous avez marre que le meuble où vous entreposez votre collection de dés à coudre se casse la gueule, vous ne pourrez pas agir sur la gravité.
mais vous pourrez agir sur la qualité de la fixation par exemple. Dans une vision cognitivo-centrée, le système externe est immuable et on ne peut jouer que sur nos processus internes. Il semblerait que cette vision soit relativement prégnante au sein des sphères de l'esprit critique. On y reviendra en fin d'article. Mais elle n'est jamais vraiment formalisée. C'est une sorte d'impensé commun, un présupposé invisible. Attaquons-nous au cerveau, pas au système. Deuxième partie, l'esprit critique au sein des approches critiques. À peu près au même moment, l'association Efficience sortait une synthèse intitulée « Éduquer aux approches critiques », dirigée par Pline le Jeune, que je salue, avec la participation de pas moins de 29 expertes et experts, enseignantes et enseignants et chercheuses-chercheurs sur le sujet. Un travail que nous pouvons que vous conseiller si vous êtes amené à enseigner, ou simplement si vous êtes curieuse, et qui porte un regard notoirement différent. Dès l'introduction, et en fait dès le titre, la position est très claire. Ici, on n'y parle pas d'esprit ou de pensée critique, mais d'approche critique. Dans le paragraphe « Esprit, pensée ou approche critique », ce choix est motivé par 3 arguments principaux. Premièrement, éviter une essentialisation du terme « esprit critique » qui laisse entendre qu'on ne peut l'avoir ou ne pas l'avoir, comme un interrupteur qui peut être allumé ou pas. Deuxièmement, l'esprit critique réfère à un phénomène individuel et interne, invisible et difficilement accessible. Une approche critique, au contraire, est quelque chose qu'un groupe peut prétendre mobiliser, déplaçant le regard habituellement centré sur l'individu. Et troisième point, de plus, les approches critiques semblent former un bon arrangement entre le quoi faire et le quoi croire, en référence à la définition de l'esprit critique de Ennis de 1991. C'est ce deuxième point qui attire notre attention. Une mobilisation d'outils non pas pour seulement équiper des individus, mais pour être utile au collectif. Dans le glossaire, les approches critiques sont définies comme des alternatives au concept d'esprit ou de pensée critique. Elles peuvent être considérées à l'échelle d'un groupe ou d'un individu et elles peuvent prendre une pluralité de formes. On pourrait alors inclure dans ces approches critiques la présentation et l'utilisation de modèles alternatifs de gouvernance, de médias, de recherche scientifique, de réseaux sociaux, d'outils numériques, toujours orientés sur ce qu'il faut croire et ce qu'il faut faire, mais à une échelle collective. De ce point de vue-là, on peut tirer 2 conseils pour nos enseignements. Premièrement, si l'on privilégie un enseignement classique de l'esprit critique, disons cognitivo-centré, alors il est pertinent de signaler qu'il ne s'agit pas du seul levier et qu'il peut s'articuler avec d'autres. Deuxièmement, on peut aussi essayer d'intégrer ces autres leviers, démocratie, médias, numérique, économique, politique, directement à nos enseignements. C'est ce que montre par exemple le petit schéma esquissé ci-contre. Notons que ce schéma ne reflète pas tout à fait la position de Efficience dans sa synthèse, qui propose plutôt d'abandonner tout bonnement l'idée d'esprit critique et de lui préférer un découpage plus précis des enseignements, argumentation, épistémologie, métacognition, etc. Il est également suggéré que des stratégies qui seraient rationnelles à titre individuel ne sont pas forcément optimales pour le collectif. La synthèse cite l'article « Come now, let us reason together » du philosophe Austin Dassey, qui suggère que l'atténuation des biais cognitifs est une erreur par rapport à la considération des approches critiques d'un groupe. Par exemple, le biais de confirmation ou my side bias, qui pousse les individus à argumenter pour défendre la perspective qui va dans leur sens, peut être utile. Les travaux de Hugo Mercier et Dan Sperber, sur lesquels s'appuie l'article de Dassey, proposent que l'objectif du raisonnement ne serait en réalité pas d'acquérir les meilleures connaissances, mais d'être capable d'argumenter, et que c'est de l'affrontement collectif des arguments qu'émergent les meilleures solutions. Troisième partie, miser sur l'éducation à l'esprit critique, un choix stratégique. Alors, on pourrait concéder à l'approche cognitivo-centrée d'être un choix stratégique. Centrer nos efforts sur l'éducation individuelle pourrait à court terme être en effet le levier le plus facile et efficace à actionner.
La prise de conscience induite pourrait ensuite permettre plus facilement des changements systémiques. Et ça peut s'entendre. C'est difficile de porter une restructuration des médias, de la démocratie, des algorithmes de recommandation, voire carrément du système capitaliste qui, d'une certaine manière, alimente tous ces autres écueils, tant que nous ne sommes pas d'abord collectivement conscients de ces enjeux. Ceci étant, je ne crois pas que ce soit la position réelle de celles et ceux qui s'inscrivent dans cette position. Notamment parce que même si on mise sur cette stratégie-là, rien n'empêche de présenter les autres enjeux. On pourrait promouvoir l'éducation à l'esprit critique tout en formalisant clairement où se situent les autres obstacles dans le système informatif et comment il pourrait en être autrement. Quatrième partie, pourrait-on se passer d'éducation à l'esprit critique ? Il est clair qu'aujourd'hui, l'accent est très largement mis sur l'amélioration individuelle de nos facultés critiques et très peu sur l'amélioration des ressorts communs dans la circulation de l'information. Alors dans quelle mesure faudrait-il renverser la vapeur ? Pourrait-on totalement abandonner un enseignement de l'esprit critique si les canaux de l'information étaient parfaitement agencés ? Bon, on est loin d'avoir à se poser la question, hein. Mais pour l'exercice de réflexion, il peut être intéressant d'explorer une telle situation. Repassons par notre exemple de l'alimentation que nous avions présenté en introduction. Imaginons que les restaurants de la ville produisent de la nourriture extrêmement saine, que les budgets de la cantine scolaire permettent d'y embaucher une équipe de diététiciens et diététiciennes et d'y servir des aliments de très bonne qualité, que les publicités pour les aliments à faible valeur nutritive aient été interdites, etc., etc. Pourrait-on alors totalement se passer d'une éducation, même rudimentaire, à la nutrition ? Plusieurs questions se posent. Pourrait-on avoir une confiance aveugle dans la fiabilité du système ? Est-ce même possible d'imaginer un système si parfait qu'il ne nécessiterait aucune connaissance de la part des consommateurs et consommatrices ? Comment gérer la transmission des connaissances et la formation des personnes en charge du fonctionnement ? Les diététiciens et diététiciennes, les restaurateurs et restauratrices, les communicants et communicantes. De la même manière, pour l'éducation à l'esprit critique, on peut déployer les trois mêmes arguments. Premièrement, un système d'information parfait, ça n'existe pas. Il y a de nombreuses raisons qui font que l'on ne peut pas imaginer une circulation de l'information d'une qualité telle qu'elle pourrait se passer de tout regard critique. Deuxièmement, il faudrait une confiance absolue dans le système d'information. En particulier, les individus seraient totalement démunis face au risque de corruption du système. Et troisièmement, les agents du système d'information, les journalistes, scientifiques, médiatrices et médiateurs, juristes, etc., auraient besoin d'avoir une formation à ce sujet. Bon, cette petite expérience de pensée a pour but de rappeler que ceci n'est pas un appel contre l'éducation à l'esprit critique. Bien au contraire, c'est un appel pour une meilleure coordination entre des enseignements d'une part et d'autre part la prise en considération de changements démocratiques, médiatiques, économiques, numériques, qui régissent la circulation de l'information et qui pourraient être bénéfiques. Dernière partie, rien de nouveau sous le soleil. Bon, on n'invente rien ici, hein. Il s'agit d'une formulation sous un prisme un peu différent d'un débat qui traverse depuis très longtemps les milieux de la pensée critique. Je vais vous donner quelques références qui font allusion à ce débat-là. La réduction au jugement individuel était déjà critiquée dans la série d'articles « Les gens passent mal, le mal du siècle » du collectif Zététique Métacritique. La rupture entre un rationalisme qui se focalise sur les erreurs de jugement et un matérialisme et qui prend en compte le contexte d'où ceci émerge, on la retrouve dans la conférence « Les deux familles du scepticisme » de Tranxène ou dans « La face cachée de l'esprit critique » de Charlotte Barbier. Mais si l'objectif c'est de mieux penser, plutôt que d'apprendre aux gens leurs biais cognitifs, et bien peut-être qu'il faut militer pour qu'il y ait un meilleur environnement d'information. En fait, c'est plus ça l'enjeu pour que les gens pensent mieux, c'est de limiter le bruit. Ou alors faire de la métacognition, c'est-à-dire, ok, on parle d'individus, mais avant tout, c'est de s'interroger sur pourquoi on pense ce qu'on pense nous. Parce que si on capte tout, enfin si on axe tout sur les biais cognitifs ou les arguments fallacieux, ben on a vite tendance à aller chercher le biais cognitif chez l'autre, à chercher l'argument fallacieux chez l'autre. Hein, c'est l'autre qui pense mal. Alors d'un côté, il y a ceux qu'on peut qualifier de rationalistes, comme je disais, parce qu'ils se basent sur la raison. Et les autres, on peut les qualifier de matérialistes,
dans le sens où il y a un intérêt pour les conditions matérielles d'existence, c'est-à-dire où est-ce que les gens dorment, quelles sont les relations entre les personnes, qui a de l'argent, qui n'en a pas. Voilà, ce genre de questions. Donc d'un côté, dans la vision rationaliste, on se dit que l'esprit critique, ça doit se baser sur la raison ou la rationalité, alors que dans l'autre approche, le but c'est la justice sociale. Du coup, on est dans une idée d'émancipation collective. Ce qui compte, c'est le groupe, c'est pas juste la personne toute seule. Cette position est également celle de Albert Moukébert, à qui j'ai un peu piqué l'exemple introductif, qui défend une cognition incarnée et qui rappelle à quel point on sous-estime l'importance de l'environnement informationnel dans nos raisonnements et dans nos choix. Il y a aussi les déterminants économiques. Par exemple, imaginez que moi je me dis je veux plus manger de burgers, et j'adore les burgers. Et disons que j'adore le McDo. Je vais commencer à manger de la nourriture végane. Mais quand je sors de chez moi, il y a des McDo à chaque coin de rue, et le restaurant vegan est à 10 stations de métro. C'est complètement hypocrite presque, et surtout de mauvaise foi, de dire Albert, c'est la faute de ton cerveau que tu n'es pas en train de te taper 10 stations de métro à chaque fois que tu veux déjeuner. L'offre dans laquelle j'agis me pousse énormément. C'est aussi cet individualisme épistémique qui est critiqué par Céline Schopfer, également membre du Cortex, par exemple dans l'épisode « Faites vos propres recherches » du podcast Projet Utopia. Qui est dans les mouvements de promotion de l'esprit critique. Il y a beaucoup d'ouvrages de formation à l'esprit critique où l'image de couverture du livre, c'est le penseur de Rodin. Je sais pas si tu as remarqué, c'est vraiment celle qui est utilisée tout le temps. Et en fait, c'est intéressant parce qu'il vraiment, il est tout seul, il pense tout seul, il est en plus dans une posture comme ça, fermé aux autres. Et en fait, non, beaucoup de chercheurs sur l'esprit critique vont dire que ça se fait dans l'échange, ça se fait dans la réflexion, mais c'est vraiment quelque chose qui apparaît rarement, en fait. Cette idée que l'esprit critique, c'est quelque chose qui est censé se faire à plusieurs. On retrouve ces thématiques dans la toute récente vidéo Terre plate et si on avait raté quelque chose de l'Argumentarium, qui souligne l'importance des conditions matérielles dans l'adhésion au platisme en particulier et aux thèses complotistes en général. Alors, peut-être qu'enfin un jour, on s'attaquera au vrai problème que constitue le complotisme, que ce soit celui des platistes, des antivax ou des autres. Mais à mon avis, c'est pas à grands coups d'esprit critique qu'on va y arriver. Plutôt, pas seulement. Parce qu'on reproche souvent aux complotistes de mal penser, mais c'est marrant, on oublie souvent de répondre à l'élément qui est pourtant à la base fondamentale de leur réflexion. Pourquoi devrait-on avoir confiance dans les institutions ? Parce que personnellement, si vous me dites que les politiques nous mentent pour s'enrichir ou se faire réélire, je vous répondrai que oui, mais qu'il y a des propositions politiques de plus de transparence et de contrôle des élus. Si vous me dites que les médias déforment la réalité au profit de certains intérêts ou de certaines idéologies, je vous dirais que oui. Mais qu'il y a des propositions politiques pour empêcher la concentration de l'information par une poignée de personnes. Si vous me dites que la science est financée par les industriels, je vous répondrai que oui. Mais qu'il y a des propositions politiques pour rendre la recherche publique plus indépendante. Et si vous me dites qu'il y a des firmes toutes puissantes qui peuvent broyer des vies et des territoires entiers pour leur seule quête de pouvoir et de profit, je vous répondrai que oui. Mais qu'il y a des propositions politiques qui visent à limiter, voire à abolir le pouvoir de ces entreprises. C'est le chemin qu'ont emprunté un certain nombre d'anciens membres du Cortex en explorant le sujet du référendum d'initiative citoyenne, qui porte l'idée que c'est en redonnant du contrôle politique aux individus que l'on améliore la qualité et la pertinence du débat public. Tout ceci, finalement, on le retrouvait déjà sur le site du Cortex avec un certain mordant, il y a presque 10 ans maintenant, dans le fameux article « Grande braderie de l'autodéfense intellectuelle ». Nous n'avons pas envie de laisser l'autodéfense intellectuelle chomskienne brader à des petites carrières de pédagogues à la mode, sans aucun mordant, sans aucune velléité de réformer ou modifier un tant soit peu les barreaux de la cage. Alors oui, on ne dit pas grand-chose de plus qu'il y a une décennie, et la position à laquelle on s'oppose n'a peut-être pas tellement vacillé, mais que cela ne nous empêche pas d'ajouter une pierre à l'édifice et de continuer à se battre pour un futur souhaitable, un futur que même tout l'esprit critique du monde ne suffira pas à faire advenir.
Enfin peut-être. Excuse-moi. Ouais. Est-ce que tu sais s'il y a plus de morts ou de vivants sur Terre? Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. Tu vas t'abîmer les oreilles avec ce truc. Et puis mon père, il dit que ça peut réduire l'audition. Voilà, c'était tout pour cet épisode. Alors, je sais pas si le format lecture d'article rendait bien. J'espère que c'était le cas. J'espère que ça vous a intéressé. Si jamais vous êtes plus à l'aise à la lecture, dans tous les cas, vous pourrez retrouver l'article. Je vous le mets bien évidemment dans la description. Sinon, si vous découvrez la chaîne ou si ce qu'on fait ici vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, tout ça. Et n'hésitez pas aussi à aller voir les derniers épisodes qu'on a fait pour notre émission de radio désormais, enfin peut-être l'émission qui passe tous les mois. Voilà, et merci à vous et à bientôt.